le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler d'un sujet dont on n'en a jamais parlé. D'ailleurs, on parle beaucoup du manager, on a parlé des partenaires sociaux. On va parler des managers et des partenaires sociaux, des représentants du personnel. Ils sont parfois syndiqués, ils sont parfois pas syndiqués. Comment les manager? Parce que c'est à la fois des salariés qui vont être détachés à temps plein parfois, et parfois ils vont continuer à exercer un emploi sur site tout en étant les représentants du personnel. C'est parfois un casse-tête et on en parle avec mes invités. J'ai à mes côtés Caroline de Senneville qui m'accompagne dans cette émission. Alors elle nous éclairera. Je ne veux pas refaire à chaque fois la blague, senior chez Décideur RH, journaliste, et vous écrivez des papiers dans le magazine à lire, Décideur RH, et vous avez beaucoup de chiffres à nous apporter aujourd'hui. Ravi de partager ce moment avec vous. Marion Ayadi, avocate en droit social, on fera le point avec vous, parce que vous conseillez les entreprises, peut-être les partenaires sociaux, je ne sais pas. Et puis, Mehdi est avec nous, Mehdi Boukena, vous êtes directeur des relations sociales Auchan Retail. Juste avant l'émission, vous me disiez 101 CSE, et un CSE central, oui, avec une entreprise, on l'a vu et c'est médiatique, qui est en train de se repenser, la taille des magasins, la manière dont on va accompagner la sortie de collaborateurs. Je pose la question directement à vous. Un peu compliqué le dialogue social en ce moment chez Auchan ou pas? Oui et non. Compliqué compte tenu du contexte qu'on connaît, mais on a un dialogue social plutôt constructif avec nos organisations syndicales qui ont conscience de ce qui se passe, de la nécessité de ce qu'on est en train de mettre en place. Et pour preuve, on a des signatures d'accords majoritaires, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi récemment. Donc oui, compliqué dans la situation, mais un dialogue social qui reste constructif malgré tout. Je vous donne la parole, Marion, puis on écoutera l'analyse et les études portées par Caroline, parce qu'une étude Syndex assez intéressante sur l'espèce de double partage. Les représentants du personnel, parfois, quand on les rencontre, et j'en rencontre, ils sont un peu perdus, parce qu'ils ont encore 60% sur site et 40% détachés pour le syndicat. Ils sont un peu paumés, ils nous disent que les managers ne comprennent pas, que parfois on ne les laisse pas forcément exercer leur temps syndical. Vous le ressentez, ça? Vous l'avez entendu aussi? Alors, je vous confirme que pour un manager, avoir un représentant du personnel dans son équipe et devoir le manager, ça peut être très compliqué. Les managers ne sont pas forcément bien formés et les représentants du personnel ne savent pas bien forcément non plus, eux, ce à quoi ils ont droit, quels restent leurs devoirs également en tant que salariés, pas seulement dans le cadre de leur mandat. Oui, parce que précisons, je parle à l'avocate, c'est un emploi qui est protégé. Si on veut licencier un représentant du personnel, il faut se tourner vers l'inspection du travail. Exactement. La plupart des représentants du personnel, de toute façon, on bénéficie d'une protection importante, mais pas seulement en cas de licenciement, également dès que vous voulez modifier leurs conditions de travail ou un élément de leur contrat de travail, vous devez d'abord essayer de recueillir leur accord. Et puis, s'ils ne sont pas d'accord, vous devez vous tourner vers l'inspection du travail. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a beaucoup d'études que vous avez sorties. On parlera de l'IGAS, mais aussi l'étude Syndex, qui est un cabinet qui accompagne les partenaires sociaux. On voit à travers cette étude que les syndicalistes sont parfois un peu perdus eux aussi, quoi. Oui, c'est un baromètre qui est sorti avec l'IFOP en janvier dernier, et il y a une certaine défiance envers la direction qui a été exprimée, puisque 99% des représentants du personnel estiment qu'ils devraient davantage consulter sur leur travail et la manière de l'exercer. Ils expriment aussi une véritable course contre la montre en permanence pour pouvoir assumer les fameuses heures de délégation. Et autre point, 93% d'entre eux estiment que le pouvoir décisionnaire de l'entreprise devrait être mieux réparti entre l'employeur, le CSE, les représentants du personnel et les salariés. Voilà, c'est ce qui a été exprimé. Juste, je m'arrête là parce que vous avez fait une petite moue qui est assez classique, parce que c'est ce que vous entendez, j'imagine, assez régulièrement. Oui, assez régulièrement, et notamment sur le partage du volet décisionnaire. Maintenant, on n'est pas dans un système de cogestion comme on peut le connaître dans d'autres pays en France. En Allemagne notamment. Oui. En Allemagne notamment. Donc, nous, on les informe, on les consulte, ils rendent un avis. Parfois, ils prennent le temps, puisqu'il y a parfois le recours à une expertise extérieure. Syndex, par exemple. Syndex, absolument. Mais ils ne sont pas en cogestion d'entreprise, donc on ne leur demande, entre guillemets, que leur avis. Et ensuite, le pouvoir de décision appartient effectivement à l'employeur. Juste, c'est intéressant d'avoir ce débat, il est passionnant. Est-ce que vous, qui êtes en charge justement de ce dialogue social, de ces relations sociales, vous avez des messages précis à envoyer aux managers pour leur dire « attention, il y a des règles, il faut les respecter, il faut libérer le temps syndical lorsque besoin ». Comment vous faites ça pour transmettre l'information? Vous utilisez des avocats, des formateurs?
Alors, moi, je recours beaucoup à la formation, mais aussi à l'acculturation et à la sensibilisation. C'est-à-dire que nous, on pense que nos managers ont un rôle social à jouer, particulièrement quand ils ont des représentants du personnel dans leurs équipes. Donc, on forme souvent, notamment en prise de fonction, pour leur faire prendre conscience des droits que les représentants du personnel ont, mais aussi des devoirs. Donc, ils ont un rôle C'est managérial. tendu pour le manager à qui vous dites, tiens, vous avez le délégué central syndical, celui qui est au gros CSE central, donc qui va avoir accès à un niveau de décision. Enfin, c'est compliqué pour le manager. Il doit faire quand même un peu attention, peut-être plus attention, je ne sais pas. Alors, dans une grande entreprise Ouais. comme la mienne, le délégué syndical central est détaché à temps plein. C'est à 100%. Son job, c'est délégué syndical. C'est un professionnel du syndicalisme. Absolument. oui. C'est D'accord. vrai que ce n'est pas la majeure partie des entreprises. Non, il y a beaucoup d'entreprises. Dans la on est à plupart des 80-20. entreprises, les représentants du personnel exercent leur mandat sur une partie finalement résiduelle de leur temps de travail. Donc il y a quand même des outils qui sont prévus pour pouvoir aider le manager à gérer la relation avec un élu ou avec un délégué syndical. Alors, notamment, nous, ce qu'on conseille régulièrement de faire, c'est que c'est un entretien de début de mandat. Donc, c'est prévu par la loi, mais c'est à la demande du salarié qu'il peut être organisé. Donc reçu par le manager. Exactement. Et en fait, le manager qui prend en main une nouvelle équipe et dans laquelle il y a un représentant du personnel, en fait, même si l'entretien de début de mandat a déjà eu lieu parce que le mandat a pris effet un peu plus tôt, on conseille de toute façon de prendre connaissance du contenu de cet entretien de début de mandat ou éventuellement de rencontrer à nouveau le représentant du personnel et de faire un point, parce que c'est le moment où on fait un point sur l'articulation entre la durée qu'il va consacrer au mandat et la durée qu'il peut consacrer à ses fonctions, ses missions professionnelles. Parce qu'il est en pointillé, le salarié. Exactement. Et puis on explique au manager, attention, vous ne pouvez pas établir un planning en prenant d'emblée pour acquis le fait que le salarié ne sera jamais là le lundi matin parce que vous avez décidé que pour vous, c'était plus pratique qu'il pose ses heures de délégation le lundi matin. C'est compliqué pour le manager. Il est obligé aussi de s'adapter à un emploi du temps assez variable. Il part en CSE, il a des délégations. On voit quand même pointer du doigt la difficulté de la reconnaissance des entreprises qui, globalement, jouent peut-être pas totalement le jeu. Alors, je ne pointe pas du doigt au champ, vous êtes là et vous êtes avec nous, mais est-ce qu'il y a comme ça parfois une manière de mettre un peu sur le côté le syndicaliste ? Moi, je vais vous parler de votre expérience, de mon expérience, de mon entreprise. Nous, on a un accord sur le dialogue social, où on régit les choses. Règles. C'est pour ça que vous parlez du délégué central. Par voie d'accord, nous, il y a des tâches à temps plein. Ensuite, on prévoit des moyens et des dispositions pour nos élus de manière à ce qu'ils puissent exercer leur mandat, notamment en matière d'heures de délégation, en matière de préparation des réunions de CSE. Oui. Donc, on est mieux disant que ce que prévoit la loi. Chaque mois, ils ont un temps de préparation. On leur consacre 3 heures. Ouais, il faut savoir qu'ils ont parfois des dossiers très volumineux. Des dossiers à traiter. Surtout un PSE, c'est très lourd. Donc, concernant le PSE, on a fait un accord spécifique également où on a prévu du temps et des moyens pour les élus et les délégués syndicaux pour qu'ils puissent accompagner les salariés concernés et qui puissent aussi appréhender le sujet, parce que comme vous dites, c'est un gros sujet. Il faut souvent technique, juridique. Et ce qui veut dire que dans ce type d'accord, en fait, le temps qui est alloué en plus, c'est du temps qui est considéré comme du temps de travail effectif et qui est payé comme tel. Donc c'est vraiment intéressant et c'est important que les élus puissent disposer de ce temps supplémentaire sur des consultations ponctuelles ou des projets spécifiques. D'ailleurs, Maître, qu'est-ce qui se passe si un CSE, en partie, tout ou partie, démissionne parce qu'il y a au fur et à mesure, finalement, on se désengage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous devez organiser de nouvelles élections. Voilà. Sauf si les élections, si la fin du mandat théorique est située dans un délai qui est inférieur à 6 mois. D'accord. Donc là, on laisse le CSE vacant et on attend la prochaine élection. Mais sinon, vous devez organiser des élections. Caroline, un éclairage. Et là, il est intéressant parce qu'il va faire aussi avancer le débat. Il y a aussi l'IGAS, qui est une institution bien connue, qui a travaillé sur ce sujet. Qu'est-ce que nous dit l'IGAS, qui est souvent des rapports un peu poil à gratter? L'IGAS, c'est sévère. Déjà, ça a été une comparaison entre la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la Suède. L'IGAS est très sévère sur nos méthodes de management en France. Fait le constat qu'en France, on a un taux de syndicalisation autour de 9%. Qui a plus de 70% en Suède. Donc, il y a des écarts très forts. Et le constat majeur... C'est pas tout à fait le même modèle, mais... Oui, c'est tout à fait. Et un des constats majeurs, c'est qu'au sein des entreprises, la mobilisation du dialogue social autour des pratiques managériales est très limitée. Ils insistent aussi sur le fait que
que les instances représentatives du personnel, dont la vocation était la plus proche de ces questions managériales, ont été en fait supprimées par les ordonnances de 2017, avec notamment le fameux CST. Donc voilà, ils sont un peu Qui est sévères. devenu le CSST. Ouais. Voilà, on a supprimé le CHSCT. Maître, c'est intéressant parce que mais remis une autre institution, en une fait, autre instance. c'est à l'intérieur du CSE. Le CSE a récupéré les missions hygiène et sécurité et santé. Et on a en créant une commission santé, sécurité au travail. sein du CSE. Les ordonnances Macron, juste d'un mot, parce que les entreprises finalement regardent ça d'un peu de haut, mais les syndicalistes, quand vous leur en parlez, sont vent debout en disant il faut revenir sur les ordonnances Macron, ce qu'évoque l'IGAS d'ailleurs. Trop de travail, surcharge de travail, incapacité à gérer le volume de dossiers, parce qu'il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous dites, vous, la juriste? Elles sont bien, ces ordonnances, ou pas? Alors, elles présentent certains avantages, en fait, qui sont de rationaliser la situation et les institutions représentatives qu'on a autour de la table. Parce que parfois, en fait, on se retrouvait avec une multiplicité de consultations, de niveaux de consultation, de commissions. Une sorte de maquis, en fait. Voilà, et finalement, avec des représentants du personnel qui sont les mêmes, mais ils avaient une casquette différente. Donc, ils avaient une fois la casquette CHSCT, une fois la casquette CSE, il fallait leur dire la même chose dans une instance différente. Donc ça se mérite d'avoir rationalisé un peu les réunions. Maintenant, effectivement, on entend beaucoup, en tout cas, les représentants du personnel qui se plaignent finalement d'une dégradation du dialogue. Du fait de... Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que l'IGAS souligne le retard de la France dans le développement de structures qui accompagnent les managers. Par rapport notamment à l'Italie, à l'Allemagne ou la Suède, et ils incitent à étendre les missions de l'APEC au conseil, au cadre, dans leur pratique managériale, de développer des dispositifs d'accompagnement vraiment plus poussés. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez sur les enjeux de formation. Qu'est-ce que vous répondez? Vous nous dites, nous, on est en avance, on donne vraiment des moyens aux syndicalistes, aux représentants. Côté manager, eux, ils ont quand même du business à faire, ils ont quand même des rayons à remplir, ils ont de la vente à faire. Ils ont le temps de s'y consacrer à ce volet-là, dont vous leur dites qu'il est important, mais eux, sur le terrain, c'est plus compliqué, j'imagine. Oui, mais sur le terrain, c'est pour ça qu'on insiste sur ce fameux rôle social. Et en fait, un bon dialogue social, un bon climat social sur le terrain, c'est un levier de performance, en fait. Donc les managers, une fois qu'ils prennent conscience de ça, donc j'accepte d'avoir des élus, des délégués syndicaux, j'accepte l'échange, ça permet de s'emparer de certains irritants. Ça permet de traiter des sujets qui peuvent prendre une autre dimension ou d'autres proportions via les instances représentatives, via une inspection du travail ou via, pire, un contentieux. Donc les managers, en fait, nous, c'est pour ça que je parlais de sensibilisation. Ouais. On les sensibilise au fait de... ça peut être un gain de temps et ça peut être un gain de performance aussi. Le salarié, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un contrat particulier, puisque si on s'en sépare, c'est l'inspection du travail. Le manager, lorsqu'il lui reste encore 30% sur site, et là, il est reçu cette fois-ci plus comme représentant du personnel, il est reçu comme un salarié qui a fait 30%. Il va être jugé sur ce travail-là. Oui. C'est un peu compliqué, là aussi. Alors, c'est un vrai enjeu. L'évaluation, l'évaluation du travail des représentants du personnel, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour le coup, les managers devraient être davantage accompagnés parce qu'en aucun cas, ils ne doivent faire état, lors de l'évaluation du représentant du personnel, de sa moindre disponibilité, du fait qu'il est un peu absent. Ça génère un biais, quoi. Voilà. Et pour autant, finalement, si un objectif à 100%, c'est de vendre 100 contrats dans l'année et que le représentant du personnel en vend 70 parce qu'il travaille à 70%, il doit avoir 100% de son bonus, sa rémunération variable. Mais c'est parfois compliqué. Il faut bien expliquer aux managers et au reste de l'équipe que ce n'est pas une injustice et que ce n'est pas un traitement différencié. Vous voyez, une différence de traitement qui ne serait pas justifiée si cette personne-là... Je suis victime de ma position de syndicaliste et je suis sanctionné dans mon évolution de carrière. Et pour le manager, c'est parfois difficile pour lui de se dire « je ne dois pas dire un mot sur le statut de représentant du personnel, sinon je suis en train de le discriminer, même si c'est juste pour lui dire écoute, cet aspect-là de tes fonctions, je ne peux pas les évaluer parce que tu n'es pas suffisamment là. » Mais ça, il ne faut surtout pas le dire. Et c'est vrai que, comme c'est un exercice délicat, nous, on encourage, je sais que Auchan est très, très à la pointe sur ce sujet-là, on encourage vraiment à signer des accords collectifs qui permettent de prendre en compte l'expérience qui est acquise en tant que représentant du personnel. Ça, ce qui permet de valoriser cette expérience. Je ne sais pas si l'IGAS prend en charge ce sujet, mais
il y a un débat sur effectivement les compétences acquises au cours d'une carrière de syndicaliste qui sont au-delà du métier, du cœur de métier. Tout à fait. Là aussi, vous encouragez parce que ces personnes un jour quitteront le syndicat et reprendront une activité professionnelle. Ils auront été managers dans le syndicat, ils auront été comptables, ils auront été Ils auront appris à négocier. Ils auront donc des compétences acquises grâce au syndicat. Ça, c'est quelque chose que vous avez envie d'intégrer aussi? Oui, bah nous, c'est intégré dans notre accord collectif, évidemment. C'est intégré également dans notre accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, puisque, effectivement, il y a l'acquisition de compétences tout au long des mandats. S'il y a des besoins de formation, d'accompagnement et de développement pendant leur mandat, on fait ces fameux entretiens, dans les entretiens d'évaluation et l'entretien professionnel. Oui. S'il y a des orientations qui sont demandées par des élus ou des délégués syndicaux, on accompagne. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a peu de demandes, en fait, de formation ou de développement. Mais pourquoi? Intéressant. Et comme ça a été dit, ils sont la tête dans le guidon dans leur mandat durant les 4 ans. Et c'est à l'entretien de fin de mandat, cette fois-ci, où on vient faire le point. Pas le temps de lever la tête. C'est ça. Et à la fin du mandat, soit je rempile sur un mandat, je rempile pas, que fait-on? Enfin, il a intérêt à rempiler vu le nombre de personnes qui ne se poussent pas au portillon pour prendre la relève, parce que c'est un vrai sujet. Caroline, peut-être un dernier mot sur l'IGAS, peut-être? Ou sur autre chose? Peut-être Quartier libre. le 12e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi qui avait été publié en 2019, mais qui est consacré spécialement aux discriminations syndicales. Ça reprend un peu ce que vous disiez, c'est que près de la moitié des personnes syndiquées estiment avoir déjà été discriminées au cours de la carrière en raison de leur activité syndicale. Donc il y a visiblement un enjeu de la relation manager-représentant du personnel qui est problématique. Et peut-être un enjeu de culture aussi très française, qu'on évoquait, on ne l'a pas souligné, mais l'Allemagne, la Suède, les pays nordiques, pour certains, être syndiqué est obligatoire. C'est-à-dire qu'on se syndique mécaniquement. En Allemagne, on n'en est pas loin. La France, c'est très différent. Oui, et puis en Suède, c'est le fait que les accords collectifs ne profitent qu'aux syndiqués, c'est ça qui entraîne on a très envie de se syndiquer. de 70%, mais au moins ça alimente le dialogue social. Ça revient finalement à se syndiquer de manière quasi obligatoire. Je vous ai vu réagir, c'est vrai que c'est un modèle parfait. Là, pour le coup, tout le monde est syndiqué. Quand on nous dit que pour avoir une mutuelle ou l'assurance chômage, il faut être syndiqué, on aura tendance à se syndiquer, effectivement. On aurait plutôt tendance à prendre la cotisation. Ce modèle-là, vous qui baignez dans le système français, vous dites on pourrait inventer un autre monde où c'est un peu la culture historique du syndicalisme à la française, un peu radical, un peu dans l'opposition, souvent même. Alors c'est vrai qu'on est très très loin dans la culture par rapport à ce que vous décrivez, et que parfois on comprend aussi les managers qui expriment une lassitude, des difficultés, ou qui sont tétanisés, parce que parfois ils sont vraiment tétanisés face à un représentant du personnel qui est dans leur équipe. Ils savent plus quoi lui dire, ils n'osent rien dire. Ils le laissent finalement un peu vaquer. Oui, mais ce qui fait que finalement on arrive parfois à des situations qui sont catastrophiques également, parce que à les laisser s'enfiler, sans les évaluer, en fait, d'une certaine façon, on les met à l'écart. Exact. Et ils se sentent discriminés dans ce cas-là. Ils se sentent discriminés, ou ils se sentent harcelés, et à juste titre. Ça, c'est très intéressant. Qui ne partaient pas d'un mauvais sentiment, mais parce qu'on ne sait pas leur parler, la personne dérive. Exactement. Et elle-même se sent isolée. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là, ce risque-là, en tout cas? Oui, tout à fait. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle nous, notre sujet, c'est de bien sensibiliser, former, accompagner les managers à pouvoir s'adresser à leurs élus. On ne met pas des œillères parce qu'on a un élu. De base, c'est un salarié comme les autres, en fait. Ensuite, effectivement, il y a des heures de délégation, il y a des réunions, etc. Mais on souhaite, nous, désacraliser ce côté. C'est un syndicaliste, c'est un élu. On ne lui parle pas, attention. Voilà, c'est ça. Au contraire, on y va. On se parle, on prend un café ensemble. Brisons la glace, quoi. Voilà, brisons la glace. On va échanger des informations. Parce que dans la définition du dialogue social, il y a la négociation, il y a la consultation. Mais il y a l'échange d'informations. Ça, c'est votre boulot aussi, l'air de rien. Absolument. C'est créer ces small talk, ce lien, cette capacité à garder le lien. Exactement. C'est un débat passionnant, qu'on n'avait jamais eu d'ailleurs sur le plateau de Smart Job, parce que c'est effectivement un peu l'hybridation du syndicaliste et du salarié. Merci d'être venu nous éclairer, Mehdi Boukhena, directeur des relations sociales au Champ Retail. Vous en êtes tout du PSE? Il est en cours, de mise en œuvre. En cours de mise en œuvre. Donc ça veut dire des dizaines et des dizaines de réunions. Avec les partenaires sociaux. Alors ce volet-là est fini. En fait, quand je dis mettre en œuvre, en fait, les salariés sont en cours d'accompagnement. En cours d'accompagnement. De départ et d'accompagnement, de mobilité interne, de mobilité externe. Merci en tout cas, Marion Yadi, merci d'être venue nous éclairer, avocate en droit social. Merci à Caroline de Senneville, décideur RH, journaliste, spécialiste des enjeux RH. On se retrouvera chaque semaine.
Avec Vous plaisir. êtes d'accord? Avec plaisir. Allez, on part comme ça. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe. Merci à Nicolas Juchat. Merci à Paul au son. Et merci à Angel à la réalisation. Merci à toutes les équipes. Merci à tous les invités qui nous ont rendu visite tout au long de cette très très belle saison Smart Job. C'était un vrai plaisir. Et j'ai envie de vous dire, on sera là en septembre. Bah oui, parce que c'est pas formidable tout ça. Passez un bel été, pas trop chaud j'espère. Je vous dis à très très bientôt. Je dis à Caroline à la rentrée. À la rentrée. Belles vacances à vous. Et Également. merci à toutes les équipes, merci aux équipes FICA des Smart Jobs. À très bientôt, bye bye.